Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 17 mai 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du gaming encore. Je suis en train d'explorer un petit peu la plateforme Boost Steroid. Boost Steroid en un mot. Plateforme de jeu dans le nuage, cloud gaming. Je trouve ça bien parce que bon, j'ai pas vu, étant donné que j'ai pas de PC, ben ça me permet de jouer à des jeux que je pourrais pas jouer normalement. Et je trouve quand même que avec une bonne connexion Internet, ça se passe très très bien. C'est multiplateforme. On peut même jouer sur la télé. Je fais des tests, mais bon. Oui, il y a certains compromis, mais je trouve que pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent tester des jeux sans nécessairement investir dans de l'équipement, je parle au niveau d'un ordinateur, je trouve que c'est une bonne solution. Bref, pour tester, si on a le goût d'aller plus loin. Et l'avantage, ben, c'est quand c'est terminé, on fait simplement canceller notre abonnement. C'est à peu près c'est 14 $ à peu près canadiens, incluant les taxes, que je trouve ça raisonnable. C'est amorti un équipement informatique, un PC Windows avec les cartes graphiques et tout ça. Ça dure quelques années quand même, cet abonnement. Mais bon, comme je dis, il y a certaines choses qui fonctionnent pas de la même façon, mais ça peut être quelque chose d'intéressant si vous voulez pas mettre trop de sous. Hey, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11 va activer le chiffrement BitLocker presque partout. Microsoft veut visiblement que les utilisateurs chiffrent leur SSD et autres disques durs. La prochaine version de Windows 11, la 24H2, va activer BitLocker, qui est la technologie de chiffrement de Microsoft, sur une partie du parc, et ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Premier point, le problème ne va pas toucher tous les utilisateurs. Selon les Allemands de Desk Mother, il y a 2 points à prendre en compte. Premièrement, l'UEFI de l'ordinateur doit intégrer un flag, un drapeau ou un paramètre qui indique que le chiffrement est possible. C'est généralement le cas sur les PC portables et les PC de bureau qui viennent de grands constructeurs, mais pas sur les cartes mères que vous pouvez acheter dans le commerce pour monter votre propre PC. Deuxièmement, le chiffrement ne s'activera automatiquement que lors d'une réinstallation de l'OS et pas avec une simple mise à jour. Mais une fois l'option activée, une installation pour une raison quelconque, réinstallation va donc chiffrer le périphérique de stockage principal et tous les autres disques internes. Par ailleurs, et c'est une nouveauté, tant les versions professionnelles de Windows 11 que la version familiale, la version Home, sont touchées. BitLocker a le défaut de ne pas être aussi bien intégré que le chiffrement Apple qui s'appelle File Vault. Comme Apple contrôle le logiciel et le matériel, le chiffrement s'effectue de manière fluide et l'impact sur les performances est faible ou inexistant en fonction du type de Mac. Dans les modèles Apple Silicon ou ceux équipés d'une puce T2, les composants Apple prennent en charge le chiffrement et dans les Mac précédents, l'accélération fournie par le CPU permet de réduire les pertes de performance. Pour BitLocker, 2 problèmes existent. Le premier est simple, un utilisateur ne va pas nécessairement se rendre compte que ses données sont chiffrées et les risques de perdre des données en cas de souci sont donc plus élevés. BitLocker dépend en partie de la puce TPM qui est normalement obligatoire avec Windows 11 et Microsoft propose un système de clés de récupération pour éviter les problèmes. Pour rappel, elles sont normalement disponibles sur le compte Microsoft, mais peuvent aussi être imprimées, sauvées sur une clé USB. Mais si vous n'avez pas la clé pour une raison quelconque, les données seront perdues, même sur des disques secondaires. Deuxièmement, et contrairement à macOS, BitLocker a un impact parfois très visible sur les performances. Windows 11 active en effet par défaut un chiffrement logiciel, comme le montre un article de Tom's Hardware, même si le SSD dispose des fonctions nécessaires pour un chiffrement matériel. Et avec le chiffrement logiciel, les performances du SSD sont très affectées. Notons qu'il est possible de désactiver le chiffrement lors d'une réinstallation de Windows, par exemple en créant un média d'installation avec Rufus. Le programme dispose de quelques options pour passer outre les contraintes imposées par Microsoft. Microsoft et IBM libèrent le code de MS-DOS 4.0. Oh là là!
des souvenirs. Lancé en 1988, MS-DOS 4.0 avait pour ambition d'introduire des fonctionnalités de multitâches afin de permettre au programme de s'exécuter en arrière-plan. Cette version, parfois surnommée MT-DOS, pour la distinguer de ses prédécesseurs, fut principalement distribuée à travers quelques fabricants d'ordinateurs. Il n'a jamais été vendu directement au détail. Le code source libéré tout récemment ne correspond pas à cette version multitâche, mais à une version développée indépendamment par IBM. Cette dernière avait pour objectif d'ajouter des nouvelles fonctionnalités à la version de base de MS-DOS utilisée sur la majorité des PC IBM et des clones de l'époque. Selon le bureau des programmes open source de Microsoft, le code complet de MT-DOS n'a pas été retrouvé malgré les recherches. MS-DOS 4.0 est surtout connu pour son appétit de mémoire vive, un point critique à l'époque où la mémoire était coûteuse et les systèmes informatiques ne supportaient pas plus de 640 kilooctets. Vous avez bien entendu, 640 kilooctets de mémoire RAM. Cette version consommait jusqu'à 92 kilooctets de RAM, bien plus que les 56 kilooctets nécessaires pour MS-DOS 3.31, ce qui rendait son utilisation problématique sur des configurations matérielles limitées de l'époque. De plus, MS-DOS 4.0 était réputé pour ses nombreux bugs et son manque de fiabilité, ce qui le rendait moins attrayant que ses versions antérieures ou ultérieures qui offraient une stabilité et des fonctionnalités supplémentaires plus appréciées des utilisateurs. Au-delà de MS-DOS 4.0, Microsoft a également libéré d'autres codes sources de logiciels historiques au fil des années, y compris les premières versions de MS-DOS Word pour Windows 1.1a et GW Basic de 1983, ainsi que le gestionnaire de fichiers Windows original. Ces initiatives offrent aux amateurs de rétro-informatique l'opportunité de revisiter et d'expérimenter avec des logiciels qui ont façonné les débuts de l'informatique personnelle. MS-DOS 4.0 restera marqué par les critiques et ses limitations techniques, mais sa récente ouverture sous licence MIT offre une nouvelle vie à ce système d'exploitation controversé de l'histoire informatique. C'est un gros mot, système d'exploitation. Une nouvelle génération pourra découvrir les innovations de cette époque révolue. Apple baisse le prix de l'iPad 10. Lors de son événement récent, je pense que c'était le 7 mai, Apple a dévoilé l'iPad Pro M4. Quand même, ce dernier marque une avancée importante dans la gamme des tablettes haut de gamme. Cette nouvelle version est équipée d'une puce M4 super puissante, gravée en 3 nanomètres, qui promet des performances exceptionnelles avec une gestion énergétique optimisée. Il présente également un écran OLED Ultra Retina XDR pour une qualité d'image inégalée. Toutefois, le prix de ce modèle de pointe a de quoi surprendre. La version de base est proposée à 1 500 €, tandis que la configuration la plus avancée peut atteindre 2 429 €. Ouh là là. Parallèlement à la présentation de l'iPad Pro M4, Apple a effectué une baisse importante du prix de l'iPad 10. Initialement lancé à 589,99 €, ce modèle est désormais accessible pour 499 €. J'ai même vu une baisse encore cette semaine. Cette réduction de prix vise à rendre cette tablette plus attractive face à la montée en gamme et au prix élevé des nouveaux modèles. Bien que la 10e génération n'offre pas la compatibilité avec le dernier Apple Pencil, il n'est pas comparable aux fonctionnalités premium de l'iPad Pro M4. Il demeure une option solide pour les utilisateurs à la recherche d'un appareil fiable à un coût bien plus raisonnable. Apple a récemment mis fin à la vente de l'iPad de 9e génération, qui est encore pas mal moins cher, qui symbolise la clôture d'un chapitre pour les derniers modèles équipés d'une prise jack, une prise audio pour des casques d'écoute. Cette décision marque la transition vers des appareils intégralement sans fil, mais aussi un moment de nostalgie pour les audiophiles et les utilisateurs qui appréciaient les connexions filaires traditionnelles. Malgré son retrait des rayons officiels, la 9e génération reste appréciée pour sa rapidité et sa polyvalence et continuera d'être disponible chez les revendeurs tiers. Pendant que l'iPad Pro M4 cherche à imposer de nouvelles normes
Avec ses innovations et performances élevées, son accessibilité reste limitée pour le grand public. En revanche, l'iPad de 10e génération se positionne comme une alternative plus abordable, bien que dépourvue de certaines fonctionnalités haut de gamme de ce dernier. Les Pixel 8 et 8 Pro peuvent être localisés sans batterie. Voilà quelques années déjà que nos appareils high-tech sont munis d'un mode Find My Device, trouver mon périphérique, trouver mon téléphone, soit une fonctionnalité permettant de remettre la main rapidement sur un téléphone, une tablette ou encore une montre connectée que l'on ne parvient plus à retrouver à la maison ou ailleurs. La fonction permet de les localiser, de les sécuriser et ou d'en effacer les données à distance. Depuis quelques jours maintenant, Google déploie une nouvelle version de ce même mode localiser mon appareil. La mise à jour permet aux utilisateurs concernés de bénéficier d'une fonctionnalité étoffée avec notamment la possibilité de localiser, faire sonner un appareil, et y compris lorsque celui-ci est hors ligne. Google précise également un point précis concernant ses smartphones haut de gamme. Ainsi, grâce au matériel Pixel spécialisé, les propriétaires de Pixel 8 et 8 Pro pourront également retrouver leurs appareils s'ils sont éteints ou si la batterie est déchargée. Cela serait rendu possible grâce à une petite réserve d'énergie acheminée vers la puce Bluetooth. Difficile toutefois de savoir la durée précise, Google évoquant quelques heures. La fonction permet également de partager un accessoire avec un contact pour que tout le monde puisse le surveiller dans l'application. Par exemple, on peut partager la clé de sa maison avec son colocataire, la télécommande du téléviseur avec son conjoint quand même. Pour ne pas la perdre, ou encore ses bagages avec un compagnon de voyage, afin de pouvoir facilement retrouver les accessoires en question. Du côté de chez Google, la mise à jour est effectuée de manière transparente, les utilisateurs étant même d'être avertis via une discrète notification. Le géant américain annonce que si cette fonctionnalité est déjà déployée sur ses pixels, elle pourrait être étendue aux autres smartphones Android haut de gamme, en fonction des accords trouvés avec les équipementiers et fabricants de puces. WhatsApp rafraîchit son interface. Coup de frais sur WhatsApp. La messagerie de Meta a rafraîchi l'interface de son application mobile sur iOS comme sur Android. Sur l'iPhone, les changements sont modestes, l'application ayant fait sa mue il y a quelques temps. La principale nouveauté concerne la barre du haut qui contient désormais des filtres menant vers les conversations non lues et les discussions de groupe. C'est surtout du côté Android que le dépoussiérage est le plus significatif. Exit, la barre verte au-dessus de la liste des conversations. L'application se contente d'afficher un logo vert sur fond blanc et bascule les outils qui se trouvaient en haut vers une nouvelle barre de menu en bas, comme sur iOS. Ces différentes icônes seront au passage plus faciles à atteindre avec la main qui tient le smartphone. Sur les deux systèmes d'exploitation, le panneau de partage de photos, de vidéos et d'autres informations n'occupe plus tout l'écran. Il est maintenant dans un tiroir escamotable. WhatsApp a aussi homogénéisé la palette des verts, qui n'est pas aussi évident qu'il y paraît. Je cite, « Nous avons envisagé plus de 35 variations de couleurs différentes pour finalement nous aligner sur le vert emblématique de WhatsApp et choisir une palette permettant des associations de couleurs harmonieuses dans toute l'application », explique ainsi Edith Yaniv, qui est le patron du design chez WhatsApp. La nouvelle application présente aussi davantage de couleurs neutres, autrement dit, le vert prédominant laisse sa place au blanc ou au noir dans le mode sombre. WhatsApp a en effet renforcé le contraste afin de réduire la pression sur les yeux dans les environnements peu lumineux. Les icônes ont également été redessinées dans un style plus rond. Les illustrations et les animations se veulent aussi plus ludiques. Autre gros changement, le fond d'écran par défaut dans les discussions. Chacun des objets gribouillés a été examiné de près et retouché pour les simplifier. Bien sûr, il reste possible de changer complètement d'arrière-plan. Threads, tous les utilisateurs pourront désormais voir le nombre de vues des publications.
L'arrivée du compteur de vues sur Threads est une excellente nouvelle pour les créateurs de contenu. Jusqu'à présent, ils ne disposaient que du nombre de likes et de commentaires pour évaluer la portée de leurs publications, mais ces métriques ne reflètent qu'une partie de l'engagement réel. Avec l'affichage du nombre de vues, les utilisateurs pourront enfin savoir combien de personnes ont réellement vu leurs publications, même si elles n'ont pas réagi avec. Cette donnée précieuse leur permettra de mesurer la visibilité de leur contenu et d'identifier ce qui fonctionne le mieux auprès de leur audience. En intégrant le compteur de vues, Threads s'aligne sur les autres grandes plateformes sociales comme Instagram, Facebook ou encore LinkedIn. Sur ces réseaux, cette métrique est depuis longtemps un indicateur incontournable pour les utilisateurs, qu'ils soient créateurs de contenu, influenceurs ou même marques. Son arrivée sur Threads témoigne de la volonté de Meta de faire son application un véritable concurrent de poids face à ses acteurs historiques. Avec des fonctionnalités similaires, voire plus poussées, Threads entend bien séduire toujours plus d'utilisateurs et s'imposer durablement dans le paysage des réseaux sociaux. L'affichage du nombre de vues est aussi un levier puissant d'engagement et de fidélisation pour l'ensemble des utilisateurs de Threads. À travers cette donnée rendue visible par tous, l'application encourage chacun à interagir davantage avec les contenus qui suscitent le plus d'intérêt. Les utilisateurs seront ainsi plus enclins à liker, commenter ou partager les publications qui génèrent beaucoup de vues, ce qui contribue à accroître leur viralité. Un cercle vertueux qui devrait profiter à l'ensemble de la communauté Threads en favorisant la découverte de nouveaux contenus et créateurs. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Threads franchit donc une étape supplémentaire dans sa quête pour s'imposer comme le réseau social incontournable des prochaines années. L'application de Meta prouve ainsi qu'elle a parfaitement saisi les enjeux et les attentes liées à la création de contenu aujourd'hui. TikTok qui attaque les États-Unis en justice. Voilà quelques longues années maintenant que TikTok est dans le viseur des autorités américaines. L'application chinoise est notamment accusée de permettre au gouvernement chinois d'espionner et de manipuler les citoyens américains. Mais le mardi 7 mai, ByteDance a décidé de contre-attaquer en portant plainte contre les États-Unis. Selon le réseau social et ses avocats, le texte adopté par les représentants et sénateurs américains est tout simplement inconstitutionnel. Dans une plainte déposée devant un tribunal fédéral de Washington, les plaignants indiquent, et je les cite, « Pour la première fois dans l'histoire, le Congrès a adopté une loi qui bannit une plateforme d'expression et elle seule de façon permanente à l'échelle nationale et qui interdit à chaque Américain de participer à une communauté en ligne unique comptant plus d'1 milliard de personnes dans le monde. » Rappelons que le texte américain menace TikTok de bannissement sauf si ByteDance revend son réseau. C'est une manière pour les autorités de s'assurer que TikTok ne puisse pas être contrôlé par le gouvernement chinois. Pour le PDG de TikTok, Xu Xingqiu, je le cite, « Les faits et la Constitution sont de notre côté et nous nous attendons à l'emporter. » Rappelons que TikTok compte plus de 170 millions d'adeptes aux États-Unis. La loi Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Application Act Wopalai donne un délai de 270 jours à ByteDance pour revendre TikTok. Malgré toute la réticence des autorités américaines, TikTok aiderait des milliers d'entreprises locales à prospérer, sans compter une contribution à hauteur de 24 millions de dollars à l'économie américaine. Alors reste à savoir maintenant si ByteDance parviendra à faire plier l'État américain face à ce qui ressemble à des méthodes de voyous, selon la maison mère de TikTok. Jack Dorsey tire à boulet rouge sur Blue Sky. À peine sorti du conseil d'administration de Blue Sky, Jack Dorsey exprime le fond de sa pensée. Dans une interview accordée à Mike Solana de Founders Fund, l'ex-fondateur et CEO de Twitter se lâche désormais sans retenue sur le réseau social qu'il avait pourtant cofondé suite à son départ de la firme à l'oiseau bleu, jugeant même que Blue Sky répète littéralement toutes les erreurs commises
alors qu'il était à la tête de Twitter. Et je cite, « Les gens ont commencé à voir Blue Sky comme quelque chose vers lequel fuir loin de Twitter », a déclaré Jack Dorsey. C'est quelque chose qui n'est pas Twitter et donc c'est génial. Et Blue Sky a vu apparaître cet exode de personnes venant de Twitter et c'était une foule très, très commune. Mais petit à petit, ils ont commencé à demander à Jay, qui est la PDG de Blue Sky, et à l'équipe des outils de modération et à expulser les gens. Malheureusement, ils ont donné suite. C'est le deuxième moment où j'ai pensé « ça ne le fait pas ». Jamais rassasié du réseau social, Dorsey confirme qu'il finance déjà une autre plateforme de discussion décentralisée baptisée Nostr. Nostr. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je la connais, mais c'est pas facile d'approche. Je sais qu'il est tôt et Nostr est étrange et difficile à utiliser, et oui. Mais si vous croyez vraiment à la résistance, à la censure et à la liberté d'expression, vous devez utiliser les technologies qui permettent réellement cela et défendre vos droits, a déclaré M. Dorsey. C'est sous la pression du politique que Dorsey avait mis en place une équipe de modération sur Twitter. Et cette position explique aussi pourquoi Dorsey a rapidement soutenu les décisions de Musk à la tête de X, malgré quelques critiques en forme de bilan. Comme on peut s'en douter, ces déclarations au vitriol n'ont pas vraiment été appréciées du côté de la direction de Blue Sky. Paul Frazee, qui est en charge du protocole du réseau social, se charge de revenir au réel. Je le cite, « Les espaces modérés sont une idée ridicule. Nous avons créé un réseau partagé pour que des espaces modérés concurrents puissent exister. Même si quelqu'un voulait créer une application AT Proto non modérée, je suppose qu'il le pourrait. Alors, bonne chance avec les boutiques d'applications, les régulateurs et les utilisateurs, je suppose. » Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Prime Video, la publicité sera encore plus envahissante. Depuis quelque temps, Amazon requiert le paiement d'un supplément mensuel de à peu près 2 $, américains, pour retirer la publicité sur Prime Video. Et la situation ne risque pas de s'arranger puisque la plateforme de streaming s'apprête à ajouter 3 couches supplémentaires de pubs envahissantes en s'inspirant directement de YouTube. YouTube va afficher de la publicité chaque fois que le spectateur met la vidéo en pause. Et comme le rapporte The Verge, ce sera aussi le cas sur Prime Video. Il s'agit de la première couche de publicité supplémentaire que rapporte le média et elle mettra en avant un article vendu en promotion sur Amazon. La plateforme de streaming Hulu fait de même pour les utilisateurs aux États-Unis. En seconde couche, la plateforme de streaming s'apprête à afficher des carousels d'achat lors des pauses publicitaires qui demandent le paiement d'un supplément mensuel pour disparaître. De la publicité dans la publicité, en somme. Au moment de l'affichage des carousels, les pages de réclame se mettront en pause pour permettre à l'utilisateur de naviguer. Oh là là. Quant à la troisième couche, il s'agit de publicité interactive lors des films, séries et événements sportifs en direct. Elles permettront de récompenser les utilisateurs avec des crédits d'achat Amazon, par exemple, et afficheront des produits en promotion à ajouter directement au panier. Il faut noter que cette incrustation n'apparaîtra que lorsque la vidéo est en pause. Alors, toutes ces couches supplémentaires de publicité arriveront dans le courant de l'année 2024, précise Amazon lors de cette prise de parole rapportée par The Verge. Bref, autant dire que ces nouvelles publicités ne risquent pas de plaire aux abonnés qui s'acquittent déjà d'un supplément financier pour les supprimer. D'autant plus que Prime Video ne brille pas par la qualité de son ergonomie. Amazon en a conscience et fait tout pour corriger les nombreux bugs répertoriés que les utilisateurs ne cessent de remonter depuis plusieurs années. Heureusement, Prime Video se rattrape avec des programmes populaires comme The Boys, oui, dont la saison 4 promet de très beaux moments. Et la saison 5 a même été annoncée cette semaine. Mais surtout Fallout, quelle belle série dont le succès est immense depuis son lancement. PS5, la prochaine mise à jour va changer la donne.
Si vous aimez les jeux multijoueurs en ligne sur PS5, vous n'êtes pas sans savoir qu'inviter des amis à rejoindre votre partie est un tantinet compliqué. Surtout quand vous faites de nouvelles connaissances. Eh bien, Sony vient d'annoncer la prochaine disponibilité d'une mise à jour apportant une fonctionnalité qui va tout changer à votre manière de procéder. Plus besoin de faire des demandes d'amis pour jouer avec les gens que vous connaissez ou que vous rencontrez. Sabrina Meditz, qui est directrice de produits chez Sony, a informé qu'on pourra passer par un lien pour rejoindre une session multijoueur et ce, même sans avoir ajouté l'autre joueur en ami sur le PlayStation Network. C'est une petite révolution qui vous permettra, par exemple, de partager votre lien sur un serveur Discord ou une conversation de groupe WhatsApp et d'inviter qui veut bien jouer avec vous sans avoir à aller chercher un par un sur votre PS5. Cela peut vous faire gagner un temps fou pour des sessions d'une fois ou pour les titres massivement multijoueurs pouvant embarquer jusqu'à 8 protagonistes. Pour ce faire, rien de plus simple sur PS5, il suffit de vous rendre dans la Game Base lorsque vous êtes en jeu et de cliquer sur l'onglet Social. Une option s'affichera alors pour partager un lien via un code QR. Vous devrez scanner ce code QR pour obtenir un lien d'invitation que vous pourrez ensuite envoyer à vos amis. Sinon, vous pouvez aussi utiliser l'application PlayStation sur mobile qui vous fournit directement le lien sur la page d'accueil en dessous du jeu en cours. Ce lien est partageable sur toutes les plateformes. Il suffit au destinataire de posséder un compte PSN et un abonnement PlayStation Plus pour les jeux en ligne pour rejoindre votre session. La mise à jour n'est pas encore disponible, c'est donc normal si vous ne voyez pas encore cette fonctionnalité. Sony n'a pas encore dévoilé à quelle date a été choisie pour son déploiement, mais la firme promet qu'elle sera bientôt accessible à tous les détenteurs d'une PS5. À la fin de son communiqué, l'entreprise confirme également que d'autres mesures arriveront bientôt pour faciliter davantage les liens entre les joueurs. On ne sait toutefois pas quand cela va concerner la multiplateforme beaucoup plus présente depuis quelques années. BASIC, le langage de programmation culte, fête ses 60 ans. Quel bel âge! C'est le 1er mai 1964 au Dartmouth College que les mathématiciens John G. Kennedy et Thomas E. Kurtz ont exécuté sur un ordinateur General Electric, le GE225, le tout premier programme écrit dans le langage de programmation qu'ils venaient de créer, le BASIC. BASIC qui veut dire le Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. La simplicité d'apprentissage de ce langage de programmation, le fait que son code s'écrive en séquentiel ligne à ligne, lui vaut bientôt une popularité phénoménale. Un nombre de petits génies de l'informatique des années 70 feront leur toute première arme sur le BASIC avant d'embrayer le plus souvent sur du langage machine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, BASIC, hein, Go 10, la ligne 10, Go to 20 ou Go sub. Oh là là, que de souvenirs. La seconde grande date du BASIC est l'année 1975. C'est en effet cette année que Paul Allen et Bill Gates adaptent le langage BASIC pour les ordinateurs personnels comme l'Altair 8800, je ne connais pas, avant de le porter sur les premiers IBM PC. En 1976, un autre génie de l'informatique du nom de Steve Wozniak développera un interpréteur BASIC à partir de zéro pour le mythique Apple I et son boîtier en bois. L'AppleSoft BASIC débarquera aussi sur l'Apple II, dont il sera l'une des pierres angulaires pour les développeurs programmant sur cette machine. Durant les années qui suivent, le système d'exploitation de plusieurs ordinateurs populaires seront écrits en totalité ou partie en BASIC. Alors je cite tels que l'Atari 800, le TRS 80, le Commodore VIC-20, le Commodore 64 et mon préféré, celui que j'ai déjà eu, la fameuse Texas Instruments 99/4A, ou bien encore le cultissime BBC Micro. D'évolution en itération, surtout de Microsoft qui créera de multiples versions du BASIC. Eh bien, le BASIC occupera une place importante dans le cœur des développeurs jusqu'à la fin des années 90. Les années 2000 remettront gentiment le vénérable BASIC au second plan, tandis que le langage C, le Python ou bien encore le JavaScript occuperont la devant-scène. Au mois de janvier de cette année,
Visual Basic était encore le 8e langage de programmation le plus utilisé dans le monde. RTX 5000, NVIDIA ne présentera qu'une seule carte graphique en 2024. NVIDIA se prépare à révolutionner encore une fois le marché des cartes graphiques avec le lancement imminent des RTX série 5000. Après avoir introduit la série RTX 4000, tous les regards sont tournés vers la prochaine génération qui est connue sous le nom de code Blackwell. Le modèle phare, la RTX 5090, sera sûrement équipé du GPU GB202, un processeur graphique avancé qui promet une nette amélioration des performances pour les jeux et applications professionnelles. Bien que les gains attendus ne soient pas aussi spectaculaires que lors des transitions précédentes, ils marquent tout de même une évolution importante en termes de rapidité et de capacité graphique. Selon les informations de la chaîne YouTube Moore's Law is Dead, NVIDIA prévoit de lancer les nouvelles cartes RTX 5090 Blackwell à la fin de l'année 2024. Stratégiquement positionné pour impacter les ventes pendant la période des fêtes. Ce timing est également choisi pour faire face à la concurrence de la dernière technologie RDNA4 développée par AMD. Les détails sur cette série seront davantage mis en avant lors du CES de 2025 où l'entreprise concentrera sa présentation sur l'efficacité énergétique et les performances de ces nouveaux modèles. Même si NVIDIA se limite au lancement du RTX 5090, nous pouvons nous attendre à un bon aperçu de la nouvelle architecture Blackwell. Cette présentation devra couvrir les nouvelles fonctionnalités et donner une idée de la performance des autres modèles de la série lorsqu'ils seront lancés en 2025. La décision de NVIDIA de procéder à un lancement plus conservateur pour la série GeForce Blackwell semble être dictée par la nécessité de gérer les stocks de la série RTX 40 et de prioriser les GPU dédiés à l'intelligence artificielle qui sont plus rentables pour l'entreprise. Ces facteurs influencent la stratégie de mise en marché en équilibrant production et demande. Ce lancement ciblé de la RTX 5090 devrait permettre à l'entreprise de tester l'accueil de sa nouvelle technologie avant de déployer l'ensemble de la série. Le Bluetooth étend sa portée de plusieurs centaines de kilomètres. Au cœur de nombreux appareils électroniques modernes, le Bluetooth est une technologie aussi pratique que limitée. La portée de la dent bleue variant de quelques mètres à quelques dizaines de mètres au grand maximum. La start-up américaine Hubble Network vient cependant de multiplier d'un facteur 1000 cette portée initiale en permettant la liaison entre un satellite en orbite basse et un périphérique Bluetooth, soit une distance de transmission de données de 600 km environ. Cet essai convaincant va sans doute finir de convaincre Hubble Network que son projet a de chances d'aboutir. La firme américaine espère en effet déployer une armada de satellites capables de communiquer avec des milliards d'appareils Bluetooth, si tant est que le firmware de ces appareils soit modifié en conséquence. Sur le papier, le projet est extrêmement ambitieux, même si les interrogations subsistent concernant le type de données qui pourra être transféré par ce relais satellite Bluetooth. Les exemples mis en avant par Hubble Network ne nécessitent en effet que des débits extrêmement faibles, comme des envois de texte, des limitations qui pourraient bien rebuter l'utilisateur final. Il n'en reste pas moins que le marché des trackers et des petits objets connectés a de très faibles consommations, les IoT est en pleine expansion aujourd'hui et qu'un service satellitaire dédié pourrait bien trouver son public. D'ailleurs, des services adaptés existent déjà à l'instar de Sigfox ou de LoRa, même si ces derniers ne s'appuient pas sur une constellation de satellites. Ce ciblage de l'IoT est d'ailleurs au cœur de la stratégie de Hubble Network. Et je le cite, « Les réseaux traditionnels échouent souvent. Ils ont du mal à assurer une couverture dans les zones reculées, consommant trop d'énergie et coûtent trop cher pour fonctionner efficacement à l'échelle mondiale. La percée de Hubble aborde ces problèmes de front, en permettant à n'importe quel appareil Bluetooth du commerce avec une simple mise à jour logicielle de se connecter à son réseau satellite sans réception cellulaire. Il ouvre la voie à une révolution dans l'Internet des objets IoT. Imaginez une couverture mondiale avec une consommation de batterie 20 fois inférieure et des coûts d'exploitation 50 fois inférieurs. Ce n'est pas seulement une amélioration, c'est une transformation.
premier souci avec l'implant cérébral de Neuralink. L'implant de Neuralink, qui compte 64 fils flexibles munis de 1024 électrodes capables de détecter l'activité neuronale, a été implanté pour la première fois chez un humain, Nolan Arbor. Bonjour, M. Arbor, 29 ans. Cette intervention a été réalisée en janvier à l'Institut neurologique Barrow à Phoenix. Le cobaye quadriplégique suite à un accident en 2016 était parvenu à contrôler un curseur d'ordinateur et à jouer à des jeux vidéo par la pensée grâce à cet implant. Malgré des débuts prometteurs où le patient semblait récupérer et où les premières utilisations de l'implant étaient encourageantes, des complications sont survenues peu de temps après. Neuralink a révélé que certains des fils de l'implant se sont rétractés du cerveau de l'individu, même si les raisons précises et le nombre de fils affectés n'ont pas été spécifiés. La société a révélé que le problème a commencé fin février. À l'époque, elle avait réussi à compenser partiellement la perte de données en modifiant son algorithme. Cependant, les détails techniques de cette compensation n'ont pas été entièrement divulgués. Suite à la publication de ces complications par le Wall Street Journal, Neuralink a confirmé le problème et a indiqué travailler sur des ajustements. L'un de ces ajustements a été de rendre l'implant plus sensible aux signaux de population neuronale, ce qui a amélioré la traduction de ces signaux en mouvement de curseur sur un écran. Ces modifications ont permis de restaurer et de maintenir le taux de transmission des données, essentiel pour une interaction efficace entre le cerveau et l'ordinateur. Il faut noter ici que le diagnostic de Nolan Arbor ne semble pas avoir été mis en jeu malgré ces complications. Une hypothèse avancée concernant la cause de la rétractation des fils est la présence d'air piégé à l'intérieur du crâne après l'opération, une condition connue sous le nom de pneumocéphalie. La possibilité de retirer l'implant a été envisagée, mais aucune décision n'a été communiquée à ce sujet. Neuralink a informé l'administration américaine des aliments et des médicaments, la FDA, qui régule les essais cliniques aux États-Unis, la situation et de son optimisme concernant les solutions apportées aux problèmes rencontrés. La société envisage de réaliser 2 autres implantations dans les mois à venir pour un total de 10 cette année. Un portail qui vous permet d'interagir en temps réel avec des gens à distance. On a beau habiter dans des pays parfois séparés par des milliers de kilomètres, communiquer avec eux n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez passer un coup de fil, bien sûr, ou bien utiliser l'un des nombreux services de visioconférence comme Zoom, Microsoft Teams et tout le tralala. Du moment que vous réussissez à vous accommoder d'un éventuel décalage horaire, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Mais est-ce que la spontanéité ne fait pas un peu défaut? C'est peut-être cette question qui a donné naissance à Portals. Cette organisation fondée par Benedictas Gillies a développé plusieurs sculptures du même nom. Je cite, des invitations à rencontrer d'autres humains au-delà des frontières et des préjugés et à découvrir notre maison, la planète Terre, telle qu'elle est réellement unie et indivisible. Cette philosophie se traduit très concrètement par l'installation de portails dans différents pays du monde. Ils prennent la forme d'un grand anneau dans lequel est enchâssé un écran diffusant en temps réel ce qu'il voit dans un autre pays. Il en relie donc virtuellement 2. En vous tenant par exemple devant le dernier portal mis en place à New York, eh bien vous voyez les gens marchant dans la rue au même moment à Dublin, à plus de 5000 km de New York. Un micro permet de parler avec eux en temps réel et offre une forme d'interaction inédite. Au-delà de l'aspect artistique de la chose, les portails sont une véritable prouesse technologique. Ils doivent assurer une diffusion permanente et sans latence d'un flux vidéo gourmand en ressources. La connexion Internet nécessaire doit donc être rapide et surtout très sécurisé pour éviter d'éventuels piratages. Actuellement, il existe 4 portails à Vilnius en Lituanie, à Lublin en Pologne, à New York et à Dublin. Les équipes de l'organisation comptent bien en ouvrir d'autres à l'avenir. Pour le moment, ils ne permettent pas de les traverser pour se retrouver instantanément dans la ville reliée à la manière de la Porte des Étoiles dans la série Stargate. Ah, c'est dommage.
Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, ne soyez pas tristes. Non, il ne faut pas que je recommence ça. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.